Il y a des jours qui changent tout. Pas progressivement, pas doucement, pas avec des signes avant-coureurs qui vous laissent le temps de vous préparer. Des jours qui arrivent comme un couteau dans la nuit. Brutalement, silencieusement, sans demander la permission. Des jours où vous vous réveillez dans un monde et vous vous endormez dans un autre. Des jours où une seule nouvelle, une seule annonce, un seul nom prononcé dans un communiqué officiel suffit à faire trembler des millions de personnes en même temps. Le 25 avril était l'un de ces jours. Ce jour-là, le Mali a pleuré. Pas d'une larme discrète, pas d'un chagrin poli qu'on garde pour soi, d'une douleur profonde, collective, incontrôlable. La douleur d'un peuple qui vient de perdre quelque chose qu'il ne pourra pas remplacer facilement. Quelque chose qui allait bien au-delà d'un titre, bien au-delà d'un grade militaire, bien au-delà d'une fonction gouvernementale. Le général Sadio Camara, ministre de la Défense du Mali, était tombé. Pas sur un champ de bataille lointain, pas dans une guerre abstraite dont on entend parler aux informations sans vraiment la sentir. Dans sa propre résidence, à Kati, à quelques kilomètres de Bamako, dans ce pays qu'il avait juré de défendre jusqu'à son dernier souffle. Et il avait tenu cette promesse jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême bout. Et pendant que la nouvelle se répandait à travers les réseaux, à travers les groupes WhatsApp, à travers les appels téléphoniques passés en urgence, d'un bout du monde à l'autre, une question s'imposait avec une clarté terrifiante. Une question que chaque Malien, chaque Africain, chaque homme et chaque femme qui suivait cette situation devait se poser avant de fermer les yeux ce soir-là. Qui était vraiment derrière tout ça? Pour comprendre ce qui s'est passé le 25 avril, il faut d'abord comprendre qui était Sadio Camara. Pas le personnage officiel, pas la photo sur les communiqués gouvernementaux, pas le grade militaire gravé sur un uniforme. L'homme, le symbole, ce que son nom représentait pour ceux qui avaient choisi de croire que l'Afrique pouvait se relever. Sadio Camara n'était pas un ministre ordinaire. Dans un gouvernement de transition dirigé par le général Assimi Goïta, dans un Mali qui avait tourné le dos aux puissances occidentales pour tracer sa propre route, Sadio Camara était quelque chose de rare et de précieux. Il était l'incarnation d'une conviction. La conviction qu'un soldat africain pouvait regarder les yeux dans les yeux ceux qui avaient humilié ce continent pendant des siècles et leur dire non. Pas pour la gloire, pas pour les caméras, mais parce que c'était juste, parce que c'était nécessaire, parce que quelqu'un devait le faire. Son nom n'avait jamais été cité dans une affaire de corruption, jamais dans un scandale de détournement, jamais dans une histoire de trahison ou de manipulation. Dans un monde politique où ces accusations circulent comme de la monnaie courante, où chaque figure publique finit tôt ou tard par être éclaboussée par quelque chose, le nom de Sadio Camara était resté propre, pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait fait le choix de consacrer son existence à autre chose autre chose qu'à s'enrichir sur le dos de son peuple. Son seul tort, si l'on peut appeler ça un tort, c'était d'avoir aimé son pays, d'avoir décidé que ce pays valait la peine qu'on se batte pour lui, qu'on meure pour lui s'il le fallait. Il le savait, il l'avait dit, et il avait prouvé que ces mots n'étaient pas des mots en creux, pas des discours de tribune, pas de la rhétorique politique destinée à séduire une foule. C'était des engagements réels, tenus jusqu'au dernier jour. Voilà l'homme qui est tombé le 25 avril. Et voilà pourquoi sa mort n'était pas juste la mort d'un ministre. C'était une tentative d'assassiner une idée. L'idée qu'un homme africain pouvait tenir debout, refuser de plier, refuser de vendre son âme et aller jusqu'au bout de ses convictions même quand le prix à payer était le plus élevé qui soit. Mais pour vraiment saisir la profondeur de ce qui s'est passé ce jour-là, il faut remonter encore plus loin. Il faut regarder le contexte dans lequel cette attaque a eu lieu. Parce que rien, absolument rien,
dans ce qui s'est passé le 25 avril n'était improvisé. Rien n'était spontané. Rien n'était le fruit d'une colère locale, d'une frustration régionale, d'une révolte populaire qui aurait mal tourné. C'était une opération. Une opération planifiée, financée, coordonnée, avec une précision militaire qui dépasse largement les capacités des groupes terroristes locaux agissant seuls dans leur coin. Regardons les faits tels qu'ils sont, sans les enrober, sans les édulcorer, sans chercher à ménager des susceptibilités diplomatiques qui ne méritent pas d'être ménagées. Les assaillants sont arrivés en nombre, en très grand nombre, plusieurs centaines selon les premières estimations. Ils sont arrivés avec des véhicules bourrés d'explosifs, avec des kamikazes, avec des drones FPV, ces drones de combat précis et dévastateurs qui ne s'achètent pas sur un marché de village et qui ne se pilotent pas sans formation sérieuse. Selon plusieurs sources qui ont suivi cette situation de près, ces drones auraient été pilotés par des combattants formés en Ukraine. Les groupes qui ont mené cette attaque auraient reçu une formation d'instructeurs occidentaux. Et derrière tout cela, en coulisses, dans l'ombre, les services de renseignement français auraient inspiré et coordonné l'ensemble de l'opération. Paris dément. Bien sûr que Paris dément. Paris démentirait même si on avait des enregistrements, des photos, des témoins directs et des aveux signés en triple exemplaire. C'est la règle du jeu. On organise, on finance, on planifie. Et quand ça éclate au grand jour, on dit « je ne sais pas, ce n'est pas moi, je n'étais même pas là ». L'Ukraine ne répond pas. Ce silence en dit plus long que n'importe quelle réponse. Et cette combinaison, ce mélange de déni occidental et de silence ukrainien, cette façon de s'organiser dans l'ombre, pendant qu'on sourit en public, pendant qu'on envoie des diplomates parler de respect, de la souveraineté et de non-ingérence. C'est exactement ce que le général Assimi Goïta et ses alliés avaient annoncé depuis le début. Ils avaient dit que l'ennemi ne se battra pas à visage découvert. Ils avaient dit que les coups viendraient de l'ombre. Ils avaient dit que la guerre ne ressemblerait pas aux guerres d'avant. Ils avaient raison. L'objectif de cette attaque était limpide pour quiconque regardait la situation sans se laisser aveugler par la propagande. Ce n'était pas une attaque contre une position militaire. Ce n'était pas une tentative de contrôler un territoire, de prendre une ville, de repousser une ligne de front. C'était une opération de décapitation. Décapiter la révolution malienne, supprimer les cerveaux, éliminer les visages, tuer les hommes qui incarnaient la résistance africaine pour que cette résistance n'ait plus de visage, plus de voix, plus de symboles autour duquel se rassembler. Parce qu'une idée sans homme pour la porter est une idée fragilisée. Parce qu'un mouvement sans leader est un mouvement désorganisé. Parce qu'un peuple en deuil de ses héros est un peuple plus facile à manipuler, plus facile à intimider, plus facile à ramener dans le rang. La résidence de Sadio Camara était l'objectif principal, pas une cible parmi d'autres. L'objectif central autour duquel toute l'opération avait été architecturée. Il savait où il habitait, il savait ses habitudes, il connaissait la disposition des lieux. Ils avaient des informations précises, des informations qui ne s'obtiennent pas sans complicité intérieure, sans traître infiltré au cœur même du système qu'on prétend combattre. Et le président Assimi Goïta était lui aussi une cible centrale. Certaines informations suggèrent que l'engin destiné à le frapper s'est trompé de domicile, qu'une erreur de navigation ou de renseignement a fait que la mort est allée frapper à la mauvaise porte. Une erreur qui a coûté la vie au ministre de la Défense, mais qui a épargné le président de la transition. Imaginez une seconde ce que ça aurait signifié si cette erreur n'avait pas eu lieu. Imaginez ce qui se serait passé si les deux hommes étaient tombés le même jour, le ministre de la Défense et le président de la transition, éliminés en quelques heures, la chaîne de commandement décapitée d'un coup, le Sahel plongé dans la confusion, la panique, le vide politique.
C'est ça que quelqu'un voulait. C'est ça qui était planifié. C'est ça qui a failli se produire. Et quand on comprend ça, quand on mesure l'ampleur de ce qui était en jeu, la mort de Sadio Camara prend une dimension encore plus écrasante. Parce qu'il n'est pas seulement mort pour le Mali. Il est mort en absorbant quelque chose qui était destiné à tout faire s'effondrer. Mais voilà ce que les organisateurs de cette attaque n'avaient pas prévu, ce qu'ils n'avaient pas calculé dans leur plan soigneusement élaboré dans des bureaux climatisés, loin de Bamako, loin de Kati, loin de la poussière et de la chaleur du Sahel. L'armée malienne a tenu. Les forces armées maliennes ont répondu. Elles ont répondu avec une rapidité, une organisation et une détermination qui ont surpris tout le monde, y compris peut-être ceux qui avaient planifié cette opération en pensant que la désorganisation prendrait le dessus. Plus de 200 assaillants maîtrisés, des positions reprises, des villes sécurisées. Un territoire défendu pied à pied par des hommes qui savaient exactement pourquoi ils se battaient et pour qui ils mouraient. Pas une seule des positions que les assaillants croyaient avoir conquises n'a tenu. Pas une seule. Et ça, ce résultat sur le terrain, cette résistance farouche et efficace d'une armée qu'on voulait croire désorganisée et fragile, c'est le message le plus puissant que le Mali ait envoyé au monde entier ce jour-là. Pas un discours, pas un communiqué, pas une conférence de presse. Une réalité brutale et simple. Vous avez envoyé des centaines d'hommes entraînés par des instructeurs occidentaux, armés avec des drones de combat, bourrés de liquidités pour corrompre et acheter. Vous avez planifié pendant des mois. Vous avez ciblé les plus hauts niveaux de commandement. Et vous avez échoué. Vous n'avez pas pris un seul centimètre carré de cette terre. Et vous n'en prendrez pas. Il faut parler de la trahison. Parce qu'elle est là. Elle est réelle. Elle fait partie de cette histoire autant que les bombes et les drones. Une opération de cette envergure, avec ce niveau de précision dans le ciblage, avec cette connaissance des positions et des habitudes des dirigeants, ne peut pas être menée depuis l'extérieur seulement. Il y a forcément des gens à l'intérieur, des gens qui ont vendu des informations, des gens qui ont ouvert des portes, des gens qui ont accepté les liasses de billets CFA sortis de sacs par des mains étrangères et qui ont estimé que leur confort personnel valait plus que la vie de leurs frères en uniforme. La vague d'arrestations qui a suivi l'attaque le confirme. Des généraux, des colonels, des officiers supérieurs arrêtés par Assimi Goïta dans ce que certains décrivent comme l'une des plus grandes purges militaires de l'histoire récente du Mali. Ces arrestations ne sont pas des vengeances aveugles, ne sont pas des règlements de comptes politiques. Ce sont les conséquences logiques d'une enquête qui suit les fils, qui remonte les chaînes, qui identifie les points de complicité intérieure, sans lesquels cette attaque n'aurait jamais pu être aussi précise. Et ce moment, cette image d'un combattant ennemi ouvrant son sac pour en sortir des billets de CFA, cette image qui a circulé et qui a provoqué une réaction viscérale dans tous ceux qui l'ont vu, dit quelque chose d'essentiel. Elle dit que l'ennemi n'a pas seulement des armes, il a de l'argent, beaucoup d'argent, et qu'il utilise cet argent pour acheter des âmes, pour corrompre des consciences, pour transformer des soldats censés défendre leur patrie en instruments de sa destruction. Voilà le mal profond, voilà la blessure qui est plus difficile à soigner que toutes les blessures physiques. Parce qu'une balle, on peut l'extraire. Une trahison, ça laisse une cicatrice qui ne part jamais complètement. Et maintenant, il faut parler de ce que cette mort signifie pour l'avenir, pour le Mali, pour le Sahel, pour tous ces pays africains qui regardent ce qui se passe et qui se disent que ça ne les concerne pas encore. Ça vous concerne tous. Parce que ce qui se joue au Mali n'est pas une querelle locale entre une junte militaire et des groupes armés. Ce qui se joue au Mali, c'est une bataille pour définir qui va décider de l'avenir de ce continent. Est-ce que ce seront les Africains eux-mêmes
avec leurs propres dirigeants, leurs propres choix, leurs propres alliances? Ou est-ce que ce seront les mêmes puissances qui ont pillé ce continent pendant des siècles et qui estiment avoir le droit divin de continuer à le faire? Le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso l'avait dit. L'hiver noir, il avait annoncé que des proches allaient tomber, que les temps seraient sanglants, que l'ennemi ne reculerait pas devant rien pour reprendre la main. Il n'était pas prophète, il était lucide. Il lisait les signaux que tout le monde pouvait lire, à condition de ne pas se laisser aveugler par la propagande et les beaux discours diplomatiques. Ces diplomates occidentaux qui sont venus à Bamako, qui sont venus à Ouagadougou, qui sont venus à Niamey, avec leurs sourires et leurs promesses de respect de la souveraineté. Ces diplomates qui disaient avoir changé, avoir compris, avoir décidé de traiter les pays africains en égaux. Ces diplomates dont les gouvernements organisaient en même temps des opérations de déstabilisation, finançaient des groupes armés, formaient des combattants, coordonnaient des attaques contre les dirigeants qu'ils prétendaient respecter. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont jamais changé. Un léopard ne change pas ses tâches. Une puissance impériale ne renonce pas à l'empire parce qu'un diplomate poli a prononcé quelques mots réconfortants dans une salle de conférence climatisée. Les actes sont plus éloquents que les paroles. Et les actes disent que l'offensive contre le Sahel n'est pas terminée, qu'elle va s'intensifier, que d'autres coups viendront, que d'autres noms seront prononcés dans des communiqués que personne ne voulait avoir à rédiger. Alors que faire face à ça? Que faire quand l'ennemi est à la fois dehors et dedans, à la fois visible et invisible, à la fois armé de bombes et armé d'argent corrupteur? La réponse n'est pas simple, mais elle existe. La première chose, c'est de ne pas paniquer, exactement comme l'ennemi le veut. Briser la chaîne de commandement, semer la confusion, infiltrer les esprits et y planter la graine de la peur. Voilà la stratégie. Et la contre-stratégie, c'est de refuser cette peur, de la regarder en face, de la nommer, de la reconnaître pour ce qu'elle est, une arme psychologique, et de décider qu'elle n'aura pas de prise sur vous. La deuxième chose, c'est de comprendre que Sadio Camara n'est pas une perte, ou plutôt, c'est une perte irremplaçable sur le plan humain. Mais sur le plan symbolique, sur le plan de la lutte, Sadio Camara est devenu quelque chose de plus grand que ce qu'il était de son vivant. Il est devenu une flamme qu'on ne peut pas éteindre en tuant l'homme qui la portait. Parce que cette flamme est née maintenant dans les cœurs de tous ceux qui l'ont vu vivre, combattre, choisir son camp, tenir sa parole jusqu'au bout. Une flamme qu'on tue ne disparaît pas. Elle allume d'autres flammes. Et la troisième chose, la plus importante de toutes, c'est l'unité. Pas l'unité de façade, pas l'unité de circonstance qu'on affiche le temps d'une crise pour mieux se déchirer ensuite. L'unité profonde, réfléchie, construite sur la compréhension que personne ne peut gagner seul ce combat. Ni le Mali, ni le Burkina Faso, ni le Niger, ni aucun pays africain pris isolément. Ce combat se gagne ensemble ou il ne se gagne pas. L'Alliance des États du Sahel existe pour ça, pour créer cette solidarité, cette mutualisation des forces, cette conscience que l'attaque contre l'un est une attaque contre tous. Et cette conscience, cette attaque du 25 avril, l'a rendue encore plus urgente, encore plus nécessaire, encore plus concrète. Parce que quand la case de ton voisin brûle, tu ne regardes pas. Tu prends de l'eau et tu cours. Sadio Camara est parti. Mais il a laissé quelque chose derrière lui. Il a laissé la preuve que certains hommes sont capables d'aller jusqu'au bout. Que certains hommes choisissent leur pays plutôt que leur confort, leur peuple plutôt que leur survie, la vérité plutôt que le mensonge confortable. Cette preuve-là, personne ne peut la lui enlever. Elle est gravée dans ce qui s'est passé le 25 avril. Elle est gravée dans chaque témoignage de ceux qui l'ont connu, qui ont servi sous ses ordres, qui l'ont regardé prendre des décisions difficiles sans jamais scier. Il est tombé pour que le Mali se relève. Et le Mali
se relèvera. Pas parce que c'est facile, pas parce que l'ennemi va se décourager, pas parce que les prochains mois seront tranquilles, mais parce que un peuple qui comprend pourquoi il se bat est un peuple que rien ne peut définitivement vaincre. Un peuple qui tient mentalement est un peuple debout. Et ce peuple-là, le peuple malien, le peuple sahélien, le peuple africain qui a enfin décidé de se regarder dans les yeux, sans honte et sans peur, ce peuple est debout. Il restera debout. Force aux FAMAS, force au peuple. Les guerres qu'on vous cache sont différentes. Elles n'ont pas de front visible. Elles n'ont pas d'uniforme reconnaissable. Elles se mènent dans des bureaux climatisés, à des milliers de kilomètres du terrain, dans des salles de réunion où des hommes en costume sombre décident du sort de pays entiers sans jamais avoir mis les pieds dans ces pays, dans des ambassades où l'on sourit le jour pendant qu'on planifie la nuit, dans des laboratoires de communication où l'on fabrique des narratifs, où l'on produit des mensonges habillés en informations, où l'on transforme les agresseurs en victimes et les victimes en coupables. C'est cette deuxième guerre qui se mène au Mali depuis des années, depuis bien avant le 25 avril, depuis bien avant la mort de Sadio Camara, depuis le jour où le Mali a osé dire non, depuis le jour où des hommes en uniforme ont regardé en face ceux qui croyaient avoir le droit éternel de décider à la place des Africains, et ont dit, doucement mais fermement, cette époque est terminée. Ce jour-là, la guerre cachée s'est intensifiée. Et ce que vous avez vu le 25 avril n'était pas un début. C'était une escalade, une montée en puissance, une démonstration que ceux qui ont décidé de reprendre la main sur le Sahel sont prêts à aller beaucoup plus loin que ce que beaucoup de gens imaginaient. Pour comprendre cette guerre cachée, il faut commencer par se poser une question simple. Pourquoi le Mali? Pourquoi cet acharnement sur ce pays en particulier? Pourquoi ces ressources considérables, cette énergie, cette détermination à déstabiliser, à affaiblir, à décapiter ce gouvernement de transition? La réponse tient en un mot, l'exemple. Le Mali est dangereux, non pas parce qu'il est riche, non pas parce qu'il est puissant militairement au sens traditionnel du terme, non pas parce qu'il représente une menace directe pour qui que ce soit en dehors de ses frontières. Le Mali est dangereux parce qu'il montre que c'est possible. Il montre qu'un pays africain peut décider de son propre destin, peut renvoyer des bases militaires étrangères, peut rompre avec des partenariats imposés depuis des décennies, peut chercher de nouvelles alliances, construire de nouvelles coopérations, tracer une route différente. Et si le Mali peut le faire, alors n'importe quel pays africain peut le faire. C'est ça le danger. Pas le Mali seul, mais le Mali comme modèle, le Mali comme preuve par l'exemple que la souveraineté réelle, pas la souveraineté de façade qu'on célèbre chaque année dans des discours d'indépendance pendant que les vrais leviers restent entre des mains étrangères. Mais la souveraineté concrète, tangible, assumée est à portée de main. Voilà pourquoi on veut tuer cette expérience dans l'œuf. Voilà pourquoi on dépense autant d'argent, autant d'énergie, autant de ressources pour que ça échoue. Parce que si ça réussit, la contagion sera incontrôlable. Parce que si le Mali tient debout et prospère malgré les sanctions, malgré les pressions, malgré les attaques, d'autres pays suivront. Et si d'autres pays suivent, tout le système construit sur l'exploitation de ce continent depuis 5 siècles commence à vaciller. Un homme intelligent ne craint pas son ennemi. Il craint son exemple. Parlons maintenant de quelque chose que peu de gens veulent dire clairement. Parlons de la France. Pas la France du peuple, pas la France des citoyens ordinaires qui vivent leur vie, paient leurs impôts et regardent dans les informations le soir sans avoir la moindre idée de ce que leurs gouvernements font en leur nom en Afrique. Parlons de la France des décisions, la France des services de renseignement, la France de la France-Afrique. Ce système tentaculaire, opaque, brutal dans ses méthodes, qui a maintenu des pays entiers sous tutelle
pendant des décennies en s'appelant coopération, partenariat, aide au développement. Cette France-là n'a pas changé. Et la preuve n'est pas dans des accusations sans fondement, n'est pas dans de la rhétorique anti-occidentale, facile. La preuve est dans les faits, dans ce qui s'est passé concrètement depuis que le Mali a décidé de rompre avec elle. Les sanctions économiques d'abord, imposées avec une rapidité remarquable dès que la transition malienne a commencé à prendre des décisions qui déplaisaient. Présentées comme une réponse à un manque de démocratie par des pays qui soutiennent, par ailleurs, des régimes bien plus autoritaires, sans sourciller quand leurs intérêts économiques sont respectés. Ces sanctions n'étaient pas une punition pour un manque de démocratie. Elles étaient une punition pour un excès de souveraineté. Le soutien aux groupes armés, ensuite, documenté, pas parfaitement, pas avec des preuves irréfutables, dans chaque cas, mais suffisamment pour que les coïncidences cessent d'être des coïncidences. Des groupes qui bénéficient d'équipements qu'ils ne pourraient pas se procurer seuls. Des groupes qui reçoivent des renseignements militaires d'une précision incompatible avec leurs seules ressources. Des groupes dont les offensives s'intensifient curieusement à chaque fois que la transition malienne marque un point politique important sur la scène internationale. Et la guerre de l'information, enfin. Cette guerre-là est peut-être la plus insidieuse de toutes. Les chaînes de télévision, les journaux, les agences de presse qui décrivent systématiquement le gouvernement malien comme illégitime, incompétent, violent, qui rapportent chaque revers militaire avec une satisfaction à peine dissimulée, qui minimisent chaque victoire ou l'expliquent par des facteurs extérieurs, qui présentent la présence russe au Mali comme une occupation étrangère, avec des mots chargés d'indignation morale, eux qui n'ont jamais utilisé le mot occupation pour qualifier 50 ans de présence militaire française en Afrique. Cette asymétrie dans le traitement de l'information n'est pas accidentelle. Elle est construite, elle est financée, elle a des objectifs précis. Faire douter les Maliens de leurs propres dirigeants, créer de la division là où il y a de la cohésion, transformer la résistance en honte et la soumission en sagesse. Mais voici ce que cette machine de guerre informationnelle n'a pas réussi à faire. Elle n'a pas réussi à changer la réalité du terrain. Parce que la réalité du terrain, le 25 avril, c'est que les FAMA ont tenu contre des centaines d'assaillants entraînés, armés, financés par des puissances qui ont des décennies d'expérience dans ce genre d'opération. Contre des drones de combat pilotés par des combattants formés dans des conditions que la plupart des armées africaines ne peuvent pas encore reproduire. Contre une attaque simultanée sur plusieurs points du territoire qui visait à saturer les capacités de réponse et à créer la confusion dans la chaîne de commandement. Malgré tout ça, l'armée malienne a répondu. Elle a maîtrisé la situation. Elle n'a cédé aucune des positions que les assaillants croyaient avoir conquises et le président de la transition, ciblé directement selon plusieurs sources, est resté debout. Ce résultat mérite d'être dit clairement et répété. Parce que dans la cacophonie informationnelle qui a suivi l'attaque, dans le déluge de rumeurs, de démentis, de confirmations, de contre-informations, il y a eu une tendance à noyer ce fait essentiel sous des détails secondaires. L'armée malienne a tenu. Et cette réalité-là, cette victoire sur le terrain, malgré le prix payé en vies humaines, malgré la douleur immense de la perte de Sadio Camara et de tous ceux qui sont tombés avec lui, cette réalité change quelque chose dans l'équation. Elle dit à ceux qui planifiaient que leurs calculs étaient faux. Elle dit que la résistance est plus solide qu'ils ne pensaient. Elle dit que le Mali ne tombera pas aussi facilement que certains l'espéraient. Il faut parler maintenant d'une chose que beaucoup de gens évitent parce qu'elle est inconfortable. La trahison intérieure, parce qu'une attaque d'une telle précision, ciblant la résidence personnelle du ministre de la Défense, ciblant potentiellement celle du président de la transition, ne se prépare pas depuis l'extérieur seulement. Il faut des yeux à l'intérieur. Il faut des oreilles à l'intérieur. Il faut des gens qui savent, qui voient, qui entendent et qui transmettent. Ces gens existent.
Les arrestations massives qui ont suivi l'attaque le confirment sans équivoque. Des généraux arrêtés, des colonels arrêtés, des officiers supérieurs arrêtés. Dans ce que certains observateurs décrivent comme une purge d'une ampleur sans précédent dans l'histoire militaire récente du Mali. Et cette purge, aussi douloureuse qu'elle soit, aussi déstabilisante qu'elle puisse paraître pour une institution militaire, est une nécessité absolue. Parce qu'une armée qui ne peut pas faire confiance à ses propres officiers est une armée qui ne peut pas gagner. Parce qu'une structure de commandement infiltrée est une structure condamnée à l'échec. Parce que l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui vous attaque de face, c'est celui qui dort dans votre dos et vous poignarde quand vous regardez ailleurs. Ces traîtres, et il faut appeler les choses par leur nom, avaient des raisons. Toujours les mêmes raisons. L'argent, le pouvoir, la peur, ou les trois à la fois, ils avaient été approchés, séduits, achetés, menacés, progressivement intégrés dans un réseau de complicité qui les avait transformés en instruments de la destruction de ce qu'ils avaient juré de défendre. L'image de ce combattant ennemi ouvrant son sac pour en sortir des liasses de billets, CFA dit tout. Elle dit que cette guerre a un carburant financier considérable. Elle dit que quelqu'un quelque part dispose de ressources apparemment illimitées pour financer cette déstabilisation. Et elle dit quelque chose de plus douloureux encore. Elle dit que ces ressources ont trouvé des preneurs à l'intérieur même du système qu'on prétendait protéger. Voilà le mal profond dont parlent ceux qui regardent cette situation avec lucidité. Pas seulement l'ennemi extérieur, l'ennemi intérieur. Celui qui a accepté de vendre sa conscience pour une liasse de billets. Celui qui a calculé que sa survie personnelle valait plus que la vie de ses frères d'armes. Celui qui a regardé Sadio Camara dans les yeux en sachant ce qui se préparait et a choisi de se taire ou pire, de participer. Revenons sur le contexte géopolitique plus large. Parce que ce qui se passe au Mali ne peut pas se comprendre en regardant le Mali seul. Il faut regarder le tableau dans son ensemble. Il faut voir les pièces se déplacer sur l'échiquier. L'alliance des États du Sahel, ce regroupement du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui a décidé de tracer une route commune, d'unir leurs forces, de mutualiser leurs ressources et de présenter au monde un front commun de résistance à ce qu'ils appellent le néocolonialisme. Cette alliance est précisément ce que les puissances qui veulent maintenir leur contrôle sur la région craignent le plus. Pas trois pays isolés qu'on peut traiter l'un après l'autre. Pas trois gouvernements qu'on peut diviser, affaiblir, déstabiliser séparément. Mais un bloc. Un bloc avec une vision commune. Une solidarité affirmée. Une capacité à se soutenir mutuellement quand l'un d'eux est frappé. Attaquer le Mali, maintenant, c'est envoyer un message à ce bloc. C'est tester la solidarité. C'est voir si Ouagadougou va bouger quand Bamako est frappé. C'est voir si Niamey va réagir quand Kati est attaqué. C'est mesurer la résistance de cette alliance, identifier ses points faibles, chercher les fissures par lesquelles s'infiltrer. Et c'est pour ça que la réponse des pays membres de cette alliance à ce qui s'était passé le 25 avril est absolument cruciale. Pas seulement pour le Mali, pour tout le projet, pour toute l'idée de souveraineté africaine réelle que cette alliance est censée incarner. Si cette solidarité tient, si cette alliance résiste à la pression, si les pays du Sahel montrent qu'une attaque contre l'un est une mobilisation de tous, alors le message envoyé à ceux qui organisent ces opérations de déstabilisation est puissant. Il dit que la stratégie d'isolement ne fonctionne pas. Il dit que la décapitation d'un leader ne suffit pas à décapiter un mouvement. Il dit que l'Afrique a changé. Parlons maintenant des pays africains qui regardent cette situation de loin et se croient à l'abri. Il y en a qui ont souri. Il y en a qui ont dit en privé, parfois même en public, que le Mali avait cherché ce qui lui arrivait. Qu'on n'insultait pas impunément les grandes puissances, qu'on ne rompait pas
avec des alliances établies sans en payer le prix. Que la transition malienne avait fait des choix dangereux et que ces choix, ça vient des conséquences. À ces gens-là, il faut dire quelque chose avec toute la clarté possible. Il y a un proverbe qui dit que quand la case de ton voisin brûle, tu cherches de l'eau. Pas parce que tu aimes particulièrement ton voisin, pas parce que vous n'avez jamais eu de désaccord, mais parce que le feu ne respecte pas les frontières, parce que les flammes se propagent, parce que ce qui consume sa maison aujourd'hui sera devant ta porte demain. Ce qui se passe au Mali n'est pas une exception africaine. Ce n'est pas une punition spécifiquement destinée à ce pays pour des raisons qui ne vous concerneraient pas. C'est un test, c'est un prototype, c'est une méthode qui, si elle réussit au Mali, sera appliquée ailleurs, avec les mêmes acteurs, les mêmes financements, les mêmes combattants formés par les mêmes instructeurs, les mêmes drones pilotés par les mêmes mains. Votre tour viendra. Pas peut-être, votre tour viendra. Le jour où votre gouvernement décidera de faire un choix qui déplaît. Le jour où votre économie deviendra trop indépendante pour le confort de ceux qui profitent de votre dépendance. Le jour où un leader, chez vous, dira les mêmes mots que Sadio Kamara, que Goïta, que Ibrahim Traoré. Les mots de la dignité, les mots de la souveraineté, les mots qui font peur à ceux dont le modèle économique repose sur votre subordination. Ce jour-là, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pourrez pas dire que personne ne vous avait prévenu. Vous aurez vu ce qui s'est passé au Mali. Vous aurez regardé certains avec satisfaction, d'autres avec indifférence. Et votre indifférence ou votre satisfaction auront contribué à rendre possible ce qui vous arrivera. Sadio Kamara avait compris tout ça. Il le savait avant de mourir. Peut-être l'avait-il su depuis longtemps. Peut-être que le jour où il avait accepté ce poste, le jour où il avait mis cet uniforme de ministre de la Défense dans un contexte aussi tendu, aussi dangereux, aussi chargé de menaces, il avait fait la paix avec ce que ça pouvait signifier. Il y a des hommes comme ça, des hommes qui regardent le danger en face et qui avancent quand même. Pas parce qu'ils ne ressentent pas la peur, pas parce qu'ils sont incapables d'évaluer les risques, mais parce qu'ils ont décidé que certaines choses valent plus que leur propre survie, que certains combats ne peuvent pas être laissés à d'autres, que si chacun attend que quelqu'un d'autre prenne les risques, personne ne les prendra jamais et les choses ne changeront jamais. Sadio Kamara n'attendait pas que quelqu'un d'autre prenne les risques à sa place. Il était à la place du risque, personnellement, physiquement, jusqu'au dernier moment. Et c'est pour ça que sa mort ne ressemble pas aux autres morts. Elle ne ressemble pas à la mort d'un homme qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle ressemble à la mort d'un homme qui savait où était le mauvais endroit, qui connaissait les risques et qui y est allé quand même, délibérément, avec ses yeux ouverts, avec sa conscience tranquille. Ce genre de mort ne s'oublie pas. Ce genre de mort ne se laisse pas enterrer sous le silence ou le temps. Ce genre de mort fait quelque chose à ceux qui en entendent parler. Elle pose une question, silencieuse mais insistante. Que serais-je prêt à faire, moi, pour les choses en lesquelles je crois? La guerre ne se gagne pas seulement sur le terrain. Elle se gagne d'abord dans les têtes. C'est la leçon la plus importante de ce qui s'est passé le 25 avril. C'est la leçon que les Fama ont donnée en tenant leur position. C'est la leçon que le président Goïta a donnée en restant debout. C'est la leçon que Sadio Kamara a donnée en mourant à son poste plutôt qu'en fuyant. Un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre. Ces mots ne sont pas de la rhétorique. Ce ne sont pas des formules consolatrices destinées à faire accepter une défaite. Ce sont une réalité historique vérifiable. Regardez l'histoire des peuples qui ont gagné des combats impossibles. Regardez l'histoire des résistances qui ont tenu contre des puissances infiniment supérieures en moyens matériels. Ce qui les a fait tenir n'était pas leur supériorité en armes ou en argent.
C'était leur supériorité mentale, leur certitude qu'ils combattaient pour quelque chose de juste, leur incapacité à accepter la défaite comme inévitable, leur refus obstiné, irrationnel en apparence, totalement rationnel en réalité, de plier. Le Mali a cette ressource. Il l'a montré le 25 avril. La question maintenant, c'est comment la préserver, comment la nourrir, comment s'assurer que la douleur du deuil, la colère de la trahison, la pression des prochaines offensives, qui viendront inévitablement, ne l'érodent pas progressivement. La réponse est dans l'unité, dans la transparence sur ce qui s'était passé, sur ce qui a été découvert, sur ce qui est en train d'être fait, dans la confiance entre les dirigeants et le peuple qu'ils prétendent servir, dans la capacité à reconnaître les erreurs sans se laisser paralyser par elles, dans la volonté de purger ce qui doit être purgé, de réparer ce qui peut être réparé, de construire sur ce qui tient encore debout. Il reste une dernière chose à dire, une chose que beaucoup de gens pensent sans oser la formuler clairement. Est-ce que tout ça en vaut la peine? Est-ce que ce prix payé en vies humaines, en familles brisées, en enfants qui grandissent sans père, en femmes qui portent seules le poids d'un deuil qu'elles n'avaient pas choisi, est-ce que ce prix vaut les idées pour lesquelles il est payé? Sadio Camara laisse une famille derrière lui. 2 femmes, des enfants, des gens qu'il aimait, qui comptaient sur lui, qui se lèvent ce matin dans un monde où il n'est plus là. Cette douleur-là est réelle. Elle est humaine. Elle mérite d'être nommée sans honte, sans la minimiser derrière des discours sur le sacrifice et la gloire. Et pourtant, si on accepte que ce prix ne vaut rien, si on décide que la vie d'un homme vaut plus que toutes les idées pour lesquelles il peut choisir de mourir, alors on accepte quelque chose d'autre par défaut. On accepte que les choses restent comme elles sont. On accepte que ceux qui profitent du statu quo continueront à en profiter. On accepte que les générations suivantes hériteront du même système d'exploitation habillé en coopération, du même pillage habillé en aide, de la même domination habillée en partenariat. Ce choix-là aussi a un prix. Un prix payé non pas en une mort visible, avec un nom, avec un visage, avec une famille qui pleure, mais en millions de morts invisibles, en vies amputées de leur potentiel, en talents gâchés, en ressources volées, en dignité piétinée, si longtemps qu'on a fini par oublier qu'on avait le droit d'en avoir une. Sadio Camara a choisi. Il a choisi en connaissance de cause. Et sa mort, aussi douloureuse soit-elle, aussi injuste soit-elle, aussi précoce soit-elle, porte en elle quelque chose que personne ne peut lui enlever.